Donc bonjour et bienvenue. On va passer un peu moins d'une heure, du coup, je vais essayer de respecter les temps, l'heure de fin, pour tenter de vous convaincre que l'IBMI est un serveur ou un système comme les autres et qu'on peut le monitorer comme les autres. Donc voilà, ça va être c'est mon challenge là ce matin. Euh, je vais. Tchouk. Alors, un petit peu de présentation d'abord. Je suis de la société M81. Je suis le directeur technique et accessoirement le fondateur. Ma boîte existe. Alors, on est éditeur de logiciels indépendant. Moi, je m'appelle Pascal Rugbüch et Amal Juvin, qui est ici, est votre commercial. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir. Et c'est elle qui retient les noms des gens, leur visage, etc. Moi, je ne retiens pas. Comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, lorsque je regarde un film du début à la fin, je ne reconnais pas le nom du méchant. Il faut un peu d'aide souvent. Excusez-moi. Ah. Euh, donc, on est éditeur de logiciels spécialisé dans le monde du BMI. On est dans les logiciels système. On a deux logiciels actuellement. On commence à réfléchir à un troisième. Control 4i, ou Control 4i, c'est l'objet de la présentation de ce matin. Et Flash 4i, je vous en dis deux mots très rapidement. Le but, c'est quand on a des disques externes, donc des bêtes disques, des flash systems, des Storwize, des SVC ou des DS8000, c'est d'utiliser une fonctionnalité qui s'appelle le flash copy ou les snapshots. Et avec ce snapshot, de créer un clone des disques de prod, de brancher ça sur une partition clone, et puis d'utiliser la partition clone pour faire autre chose, par exemple des sauvegardes, et donc de pouvoir faire une C21 tous les jours, même si elle dure 7 heures, sans arrêter la prod. Donc c'est l'objet de ce second produit. Et puis on n'a pas de présentation sur ce produit cette année, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Je peux vous en parler, vous faire une démo, vous expliquer comment ça marche, etc. La société a 10 ans, on travaille avec un réseau de partenaires, donc on ne prend pas en direct, et on travaille avec 48 partenaires dans 23 pays. Et on a plus de 600 clients finaux et plus de 1000, on peut dire même plus de 1100 partitions maintenant qui sont installées. 1000, c'était au mois de janvier. Voilà, 23 pays, voilà à peu près où on est situé, donc principalement en Europe. Et puis on est en train de tenter de conquérir les Amériques. Alors, le thème des 2 jours ici, en partie, c'est la sécurité. Et la sécurité dans le monde de l'informatique. Allez-y. Euh, La- En termes de sécurité, en fait, c'est très, très, très vague ce que c'est que la sécurité. Donc, la définition du Larousse, je vous laisse la lire. Ça dit en fait que ça couvre à peu près tout. Euh, Ça couvre à peu près tout, et aussi bien dans le domaine de la sécurité physique que de la sécurité informatique. Alors, c'est plus la sécurité informatique qui va nous intéresser. Euh, Et donc, voilà, une propriété qui permet de résister à des sollicitations, etc. Donc, à des attaques, que ce soit violentes, physiques, etc. En termes informatiques, c'est l'ensemble des moyens techniques qui nous permettront de résister à une attaque ou à un problème. Sachant qu'une attaque, ça peut être du ransomware, ça peut être par un pirate, ça peut être des choses agressives vis-à-vis de notre informatique, mais ça peut être aussi des accidents. En plus parler d'accidents climatiques, d'inondations, etc. Ben, voilà, l'informatique n'est pas exempte de ça. Un data center ou une salle machine peuvent être inondés, peuvent avoir du feu, etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est mettre en place les moyens pour pouvoir se protéger contre ça. D'une part, se protéger, donc faire en sorte que ça n'arrive pas, que ça arrive le moins fréquemment possible, et d'autre part, faire en sorte que ça soit qu'on puisse rebondir, c'est-à-dire qu'on ne perde pas tout. Euh, Dans un premier temps, on pense au ransomware. Enfin, maintenant, tout le monde parle des ransomware, tout le monde parle des cyberattaques, tout le monde parle de tout ça. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a les bonnes vieilles méthodes, enfin les bonnes vieilles attaques
en termes de sécurité informatique. Et donc, se protéger, c'est pas seulement mettre en place des trucs, des firewalls ou tout ce qui va sur la partie réseau, c'est aussi faire des sauvegardes, puisque si on n'a pas de sauvegarde, ben, voilà, une fois qu'on a subi l'attaque, on est un peu mal. Mettre en place de la haute disponibilité, et faire en sorte que les applications soient disponibles aux utilisateurs. Parce que ça aussi, ça fait partie de la sécurité. Faire en sorte que les gens puissent travailler avec. Si on a des données qu'on les a protégées, là, j'ai toujours la meilleure protection pour les données, c'est de débrancher la prise de courant. Là, on est certain que personne ne va les attaquer. On fait une bonne sauvegarde, on débranche la prise de courant, on a bien les disques au chaud, on met la sauvegarde ailleurs, et là, les données sont protégées. Et si personne ne peut les utiliser, bah, ça ne sert à rien. Donc, il faut aussi faire en sorte que les gens puissent accéder à tout. Et une des options, un des moyens de faire ça, de faire en sorte que ce soit accessible et protégé, c'est de déterminer quels sont les endroits qui peuvent poser problème et de les surveiller, et les surveiller aussi fréquemment que possible et aussi bien que possible. Donc, ça concerne les cyberattaques, etc. Donc, il y a des tas d'outils, il y a des antivirus, il y a tout ce qu'il faut. Mais ça concerne aussi l'espace disque, parce que si vous avez un espace disque qui est plein à 100%, bah, voilà, le temps de récupérer les infos, et, enfin de redémarrer, il y a moyen de faire un peu de place, etc. Bah, ça va prendre un petit peu de temps et vous avez perdu 2-3 heures d'exploitation. Et puis, bien sûr, que les sous-systèmes soient actifs, que les sauvegardes se soient bien passées. Si vous avez des sauvegardes qui tournent toutes les nuits, mais qui ne fabriquent rien, parce que le contenu de la bande n'est pas bon, bah, voilà, elles ne vous servent à rien, les sauvegardes. Vous avez l'impression d'avoir des sauvegardes, mais non, il y a un travail qui fait comme s'il y avait des sauvegardes. Donc voilà, tous ces contrôles sont des éléments importants. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour surveiller l'infrastructure informatique? Dans beaucoup de sociétés maintenant, il y a déjà une infrastructure pour surveiller l'informatique. Je ne parle pas d'IBM pour l'instant, mais alors, vous n'avez peut-être pas ça tout le monde dans votre société, mais on voit bien à quoi ça peut ressembler. Il y a quand même beaucoup d'endroits où il y a une ou deux personnes qui sont en charge de surveiller que les Windows sont bien actifs, que les Linux sont bien actifs, que les firewalls répondent bien, qu'il n'y a pas de détection d'intrusion, etc. Avec un ou plusieurs écrans qui sont perchés en haut et que tout le monde peut voir pour savoir si ça se passe bien ou pas. Et avec ça, on va surveiller à peu près tout ce qui a une adresse IP. Et pour le faire, il y a des outils plutôt complexes, mais il y a aussi des outils libres qui sont plus ou moins gratuits. Alors, le plus ou moins, c'est souvent, ils peuvent être gratuits, mais si on veut une vraie maintenance, si on veut un vrai support, il faut payer. Il y en a d'autres qui sont payants. L'un des plus connus s'appelle Nagios, et c'est l'un des plus connus, l'un des plus anciens, etc. Mais il y a eu beaucoup de petits frères, des Centreon, Isinga, etc. Un autre, alors celui-là, c'est sous Linux, ça c'est PRTG, c'est sous Windows, mais ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres, il y a du SolarWinds, et puis il y en a quelques-uns qui s'affichent en bas, du Zabbix, etc. Donc il y a pléthore de logiciels qui permettent de surveiller. Et avec ces logiciels, on va pouvoir surveiller tout ce qui a une adresse IP. Et dans beaucoup d'endroits, il y a au moins une personne qui est soit dédiée à cette charge-là, soit dont c'est une partie du boulot. Et qui va permettre de faire du niveau 1. Niveau 1, c'est, voilà, je détecte que sur les 50 serveurs Windows, il y en a un qui est arrêté, ben, je me connecte sur le VMware, je le redémarre, ou, etc. Donc, avec des procédures, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de compétences, c'est quelqu'un qui peut appliquer une procédure ou prévenir les gens qui auront la compétence. Ou alors, c'est quelqu'un qui est dans le domaine et qui fait ça en plus, donc qui a déjà les compétences, pas besoin de procédure. En tout cas, le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour ça, c'est une meilleure réactivité. Avec l'outil, on est prévenu qu'il y a un problème, puisque là, la recherche est automatique. Et sur 50 serveurs Windows, il est hors de question de se connecter sur les 50 alternativement. Une fois qu'on a fini les 50, il s'est passé une demi-journée, on revient au premier. Donc, ce n'est pas possible de faire ça. D'où la nécessité d'avoir les outils. Et si c'est une personne qui est dédiée, ou une équipe, quelquefois, ça permet de soulager le temps des qui peuvent faire autre chose. Donc, un gain de temps, du retour sur investissement, etc. Donc ça, on trouve ça à beaucoup d'endroits, sauf souvent sur un serveur.
qui s'appelle l'IBMI. Parce que on ne sait pas. Souvent, il est exclu de l'entreprise. Alors, dans les outils type Nagios, là, on peut faire un ping, on peut surveiller l'espace disque et l'espace disque et la CPU. Ça, c'est des contrôles qui sont en SNMP qui sont standards. On trouve quelques plugins qui permettent de faire autre chose, mais voilà, ça s'arrête là. Alors pourquoi? Souvent quand même parce que il y a deux mondes. Il y a le monde IBMI, avec les spécialistes IBMI, et puis il y a le monde Open et les gens qui font du Windows ou qui gèrent le Nagios, et qui voient l'IBMI comme ça. Et qui se disent, ça, on ne peut pas les toucher. C'est vraiment un monde à part. Et puis de toute façon, avec des écrans de ce type-là, on est sûr qu'on ne peut rien faire. Comment ça, il y a TCP/IP dessus? Comment ça, on peut faire du telnet? Mais non, pas sur ces machines-là. Et je l'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps, au début d'année. Du coup, c'est un peu dommage. Alors que, c'est peut-être pas au quotidien, mais il y a quand même des tas d'accès graphiques et des tas d'accès modernes à l'IBMI. Enfin, tout le monde en parle, on parle de modernisation, etc. Donc, voilà, ça n'est plus quelque chose qui ressemble juste à du 52-50. Et en plus, il y a des évolutions. Enfin, voilà, je ne vous fais pas l'ARTAP, vous la connaissez. Des évolutions qui sont prévues, planifiées et qui font plein de choses. Alors pourquoi? Il y a d'autres raisons. Peut-être parce que tout le monde sait que c'est un serveur qui est super stable. Comme c'est stable, il n'y a pas besoin de le contrôler. Effectivement, ça marche. Il y a les administrateurs IBMI, sont des gens souvent très compétents, qui sont dédiés, qui aiment bien leur machine, et donc qui sont prêts à surveiller et à réagir très 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 vite. Donc, pas la peine d'aller faire de la surveillance ou de mettre ça dans les mains de quelqu'un qui n'y connaît rien et surtout qui n'a pas envie d'y toucher. Et puis quelquefois, même, il n'y a pas l'administrateur du tout. On sait qu'il y a un IBMI quelque part qui tourne, on sait qu'on l'utilise pour une application, mais qu'est-ce qui est fait dedans? Ça tourne, ça démarre tout seul, ça s'arrête tout seul, ça fait des sauvegardes tout seul, on change la cartouche, on change les mots de passe de ceux qui ont oublié leur mot de passe, et c'est tout. Donc ça arrive aussi assez régulièrement. Par contre, si on ne surveille pas, eh ben, au bout de 2 mois, on s'aperçoit qu'on n'a eu aucune sauvegarde. Et là, soit on a un vrai problème, soit on se fait une frayeur rétroactive. Que la haute disponibilité n'est pas 50 cas de vrais problèmes, on ne peut pas repartir correctement. Enfin, voilà, plein de types d'erreurs possibles. Donc, c'est un peu dommage d'avoir quand même toute une infrastructure dans beaucoup de sociétés et d'être le petit village gaulois avec notre IBMI là, où on ne rentre pas dans le même jeu, où on ne profite pas de ce jeu-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a peut-être aussi une autre raison. Je vous ai dit que dans les... oui, donc d'abord, l'équipe de surveillance vient du monde open, donc c'est pas le même monde, et ils se disent, ça, on ne peut pas y toucher. On ne parle pas, je me mets dans le lot, on ne parle pas le même langage que toutes ces équipes-là. Et puis, il existe pour Nagios un certain nombre de plugins, et notamment IBM. Sur leur site, là, il y a des plugins pour Nagios qui permettent de surveiller l'IBMI. Par contre, c'est sur du Linux. C'est pas si facile que ça à tester. Il faut se connecter sur du Linux, etc. Et puis la syntaxe, c'est pas ce qu'on est. Et donc, il faut déjà qu'on se mette à cette syntaxe, qu'on se mette sur un petit PC en Linux, qu'on les essaye. Donc, faire la mise au point, il faut faire quelques efforts quand même. Mais ça existe. Ou bien, les gens d'IBM font beaucoup de promos, enfin, il y a beaucoup de promos qui est faite sur les accès en SQL, puisqu'il y a de plus en plus d'éléments système qu'on peut surveiller en faisant quelques requêtes SQL. Et donc, c'est relativement facile à utiliser, mais il faut quand même faire un bout de développement, et un bout de développement à intégrer dans le Nagios ou dans le PRTG. Donc voilà, c'est simple, c'est pas très compliqué, mais il faut faire un bout de développement, il faut s'y intéresser et passer un peu de temps à le faire. D'où l'idée de se dire, mais pourquoi être obligatoire, enfin, pourquoi s'obliger à utiliser des programmes sous Linux ou sous Windows avec une syntaxe qui est différente de ce que les administrateurs connaissent, donc difficile à tester et à valider. Pourquoi ne pas faire le contraire? Le contraire, c'est de dire, on va utiliser ces outils-là, et sur ces outils-là, on va amener un plugin
un seul et unique plugin, donc un seul et unique programme qui va tourner côté Linux ou Windows. Et ce programme, il va se connecter à un agent, donc il faudra un agent forcément, installer une bibliothèque et démarrer un sous-système, un agent qui tournera côté IBMI et qui va utiliser des commandes IBMI. Le premier avantage, c'est qu'on n'a pas à expliquer aux gens de la supervision qu'ils ont 50 plugins à installer, à configurer et éventuellement du SSH à préparer, etc. Il y en a un seul à installer. La définition est plus simple. Le deuxième, c'est qu'on va utiliser des commandes IBMI. Ce qui dit commande IBMI, ça veut dire que les administrateurs IBMI comprennent ces commandes-là. Elles sont relativement faciles à comprendre et à tester. Donc, on les a sur une partition IBMI, on tape la commande, on fait F4, on renseigne les paramètres, on fait entrer. Ça ne correspond pas à ce que je voulais faire, je recommence, je change les paramètres. Et quand j'ai la bonne commande, j'ai ma commande qui est prête. Je peux la donner à l'administrateur Nagios pour aller la renseigner et paramétrer le contrôle. Et puis, troisième avantage, c'est que si je fais des développements en Linux ou en Windows pour aller chercher des informations côté IBMI, il faut que j'ai des informations qui sont accessibles. Côté système, il y a de plus en plus de requêtes SQL qui fonctionnent. Si je veux surveiller la disponibilité ou il faut, de l'extérieur, il faut faire un telnet, faire une capture d'écran, récupérer la capture d'écran, analyser le contenu, etc. C'est faisable, mais c'est un peu plus lourd. Là, on est dans le monde IBMI, on fait un programme RPG, CL, n'importe, et ça tourne. Du coup, voilà, c'est ce que je disais. On a donc un produit qui permet d'utiliser des commandes natives développées par des gens qui sont spécialistes de l'IBMI, qui connaissent la machine depuis longtemps. Elles sont naturelles, faciles à tester, et l'installation et le paramétrage sont on ne peut plus simples. Et en plus, si vous avez des programmes que vous n'avez pas attendus pour faire vos propres contrôles, si vous avez des programmes qui savent dire oui, non, ça marche pas, 0, 1, eh bien, ces programmes, en quelques minutes, en moins d'une demi-heure, vous les intégrez dans la JOS. Ça devient une nouvelle sonde spécifique. Donc, pour aller plus loin, le mieux, plutôt que de passer sur un PowerPoint, c'est de vous faire une démo, et de vous montrer à quoi ça correspond. Donc, allons-y. Tout d'abord, pour ceux qui connaissent ou qui plutôt ne connaissent pas les outils de surveillance type Nagios, PRTG, SolarWinds, etc., qui n'en a jamais vu un. Tout le monde a au moins vu une fois un outil de ce type-là. OK. Pour ceux qui sont à distance, je suis désolé, je ne vois pas quand vous levez la main, donc je vais faire juste un tout petit rappel. Ça, c'est du Centréon. C'est un équivalent Nagios, un peu plus facile à utiliser en goût. Et sur ce Centréon, ce qu'on voit ici, c'est... Où est-ce qu'elle est ma souris? Ce qu'on voit ici, ça c'est la page d'accueil, on voit la liste des hosts, donc la liste des serveurs. Dans notre cas, on a beaucoup plus de partitions IBMI. Et il doit y avoir, voilà, il y a un Linux ici, et puis il y a deux Windows quelque part, qui ne sont pas dans cette liste-là. Là, c'est juste le résumé. Et puis sur la droite, les principales alertes. Je vais tout de suite aller dans un détail. Si je viens ici pour voir le statut, donc là, le rendu, si je regarde la liste des hosts, le but de ce type d'outil, c'est de montrer là où il y a un problème. Donc, dans un premier temps, je ne vois que les problèmes. C'est les fameux écrans qu'on voit dans quelques salles. Ils sont en haut. S'il y a du rouge, c'est que ce n'est pas normal. Et donc, si je demande à tout voir, ici, j'ai les quelques serveurs qui sont chez nous. Avec des partitions IBMI. Tout ce qui est ici, c'est de l'IBMI, là, un Centréon et là, de Windows. Ensuite, je vais aller regarder ce qui s'appelle les services. Alors, il y a beaucoup de bordel là-dedans, puisqu'on n'a que des machines. Nous, on est comme les cordonniers. Donc, on ne surveille pas vraiment ce sur quoi on travaille. Donc là, j'ai tous les problèmes. Ce qui va m'intéresser, c'est de regarder uniquement notre machine de prod, parce que c'est sur celle-là qu'on fait les surveillances. Et si je regarde ici,
Je peux demander à voir tous les services. Et quand je regarde avoir tous les services, j'ai des trucs qui marchent bien, qui sont OK, j'ai des trucs en critique. Et celui qui est en jaune ici, c'est qu'il est critique, mais que quelqu'un l'a validé. C'est-à-dire que ça a été pris en compte. Donc, je le vois avec ça, tout ce qui marche bien, je vois surtout ce qui ne marche pas et ce sur quoi je dois agir. Donc là, par exemple, il me dit qu'il y a des messages dans BRMS et que la clé de licence du produit contrôle n'est plus bonne. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? OK, bon, c'est une machine de démo. J'ai lu le bon message. OK. Pour les autres, donc il y a une clé de licence d'un morceau qui ne marche plus. Ce morceau-là, je ne vous le montrerai pas, mais je vous en parlerai quand même. Voilà, et donc avec là, je peux surveiller automatiquement. L'avantage de ce truc-là, c'est qu'ici, si le sous-système HTTP serveur est tombé, eh bien, je le sais tout de suite. Je peux contrôler des messages, des noms de travaux à l'intérieur, etc. Donc, on a le contrôle qui est fait automatiquement. Et si ça apparaît en rouge là, je suis prévenu tout de suite. Et bien sûr, ces outils peuvent envoyer des mails, des SMS ou créer des tickets dans un outil de ticketing, etc. Quand on a affaire à des plugins standards, c'est il y a un programme qui est capable de faire une chose ou plusieurs choses suivant ce paramètre, mais il faut les paramétrer côté Linux. Et c'est le programme côté Linux ou côté Windows qui va se charger de tout ça. Avec Control Forage, je vous ai dit, on va utiliser des commandes IBMI. Alors, comment se passe la définition d'un nouveau contrôle? La définition d'un nouveau contrôle se passe en commençant côté 5250. Donc là, je viens là, et je vais prendre un exemple simple. Je veux vérifier que le sous-système Kubatch est actif. On va commencer simple. La commande va commencer par CT check. CT pour contrôle, check parce que c'est un contrôle, c'est un check. Et ensuite, ce que je veux contrôler. Donc là, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à apprendre toutes les commandes par cœur. Vous voyez qu'il y a un menu. Donc on ira voir le menu après. Mais cette commande-là, je la connais. Ben voilà, je fais F4. Et puis, je veux vérifier que le sous-système Kubatch est actif. Donc c'est ça, les plages horaires se gèrent dans Nagios, dans l'outil de monitoring. Avec cette même commande, je pourrais aussi, il y a des paramètres supplémentaires, je pourrais aussi vérifier une liste de travaux. Et dire, dans Kubatch, il y a tel et tel travaux qui doivent être actifs. Je peux indiquer le nom ici. Et puis, s'il y en a plusieurs, bien sûr, je peux en mettre plus. Donc, là, je vais l'enlever parce qu'il n'existe pas, ce travail-là. Donc, voilà. J'ai une commande qui me dit que le sous-système Kubatch est à état run, donc il est actif. Donc, tout va bien, c'est exactement ce que je veux. Et la commande, bah, elle est là. Et bien, pour créer si c'est la seule chose que je veux vérifier, pour créer mon premier contrôle, je vais copier cette commande. Je vais venir dans Centréon, dans Nagios, et je vais aller en configuration des services. Dans la configuration des services, je vais en ajouter un nouveau. Donc, je donne un nom. Je dis sur quelle partition ça va tourner. Donc, ça va tourner sur la partition prod. Je choisis un modèle, un template. Alors, le template, ça sert à quoi? Ça sert à éviter de devoir saisir tous les paramètres ici, puisqu'il y a plusieurs paramètres, il y a plein de choses. Avec un template, ça met des valeurs par défaut. Donc, vous créez vos propres templates en disant c'est un contrôle pour l'applicatif, ça va automatiquement envoyer un mail à telle personne de tel applicatif, c'est un contrôle système, ça va m'envoyer un mail à moi, etc. Donc, vous pouvez créer plusieurs modèles, plusieurs templates qui vont éviter de ressaisir tous les paramètres à chaque fois, bien sûr. Il y a moyen de mettre des macros. Enfin, après, chaque outil a ses propres spécificités. Là, je vous laisse voir, c'est plus notre affaire. Ça, c'est des fonctionnalités dans l'outil lui-même. Et ensuite, la commande. Donc, la commande ici, ce n'est pas la commande IBMI pour l'instant, c'est la commande dans l'outil lui-même, dans Centréon. Eh bien, cette commande, ça correspond au plugin qu'on va utiliser. Et le plugin, je vous ai dit qu'il y en avait un seul. Tout ça, c'est pour nos tests. C'est celui-là.
Et dans ce plugin, il y a un paramètre à renseigner. Et le paramètre, c'est la commande que j'ai utilisée. Donc là, j'ai fait un CTRL-V. Le CT-check SBS que j'ai tapé tout à l'heure côté IBMI, je le mets là-dedans. Le reste, c'est du standard du produit de monitoring. Ils ont tous leurs spécificités. Par exemple, la plage horaire. Je peux dire que je veux faire un contrôle 24 heures sur 24 ou seulement un contrôle aux horaires standards de travail ou seulement la nuit. Et ces plannings-là, vous les créez, enfin, ça se définit à l'intérieur du produit, etc. Donc, il y a moyen de faire plein de choses avec ça. La fréquence de contrôle, si c'est toutes les minutes, toutes les 5 minutes, tous les quarts d'heure, une fois par jour, enfin voilà, tous ces trucs-là se paramètrent ici. Et dans les notifications, vous dites qui va recevoir le mail ou quel programme sera appelé, est-ce que ça va générer un ticket automatiquement. Voilà. Tout ça, c'est pas lié à l'IBMI, c'est pas de la spécificité, c'est vraiment lié au produit de monitoring. Voilà, je sauvegarde. Dans ces produits-là, dans cette version-là, en tout cas, on travaille sur une version de saisie. Il faut activer le contrôle. Donc, activer la modification que je viens de faire. Donc là, il y a une petite manipulation technique à faire qui est rapide. Vous voyez ici, il nous dit qu'il y a eu un changement dans la config. Donc, petite manipulation technique intermédiaire. Maintenant, je reviens voir mes services. Je vais demander à tout voir pour prod. Et mon awk batch est ici. Pour l'instant, il est à l'état pending. Ça veut dire que le contrôle n'a pas encore été fait, c'est tout neuf. Alors, il sera fait dans les 2 minutes qui suivent. Comme je ne veux pas attendre, je vais le forcer. Et voilà. Et donc là, j'ai quoi maintenant? C'est que depuis 2 secondes, le vu tout à l'heure en réponse côté IBM. En résumé, j'utilise un outil que tout le monde utilise dans l'entreprise, qui permet de surveiller du Windows, du Linux, de ce que vous voulez, une cafetière si elle a une adresse IP. Je sais que les cafetières sont bien surveillées dans le monde de l'informatique. Avec ça, on peut intégrer ce qu'on veut côté IBM avec une simple commande IBM. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qu'on propose comme commande. Donc, le process sera le même à chaque fois. Simplement, je vais passer en mode 52-50 puisque c'est là que je vais pouvoir vous montrer les commandes. Alors, il y a un menu. Dans le menu, avant, du côté utilisation, je vous ai dit qu'il y avait un agent qui devait tourner. Cet agent, il est ici. Le sous-système Control4i doit être actif. Il y a 2 travaux dedans. Voilà, ça doit être actif en permanence. Il faut le mettre dans le startup et c'est tout. Le menu, il est ici. L'option 1, c'est pour quelques gestions internes, démarrage sous système, faire la gestion des clés pour que les clés soient correctes. Et les options 10 à 14 et 30 et 31 correspondent à toutes les commandes qu'on fournit pour vous aider à surveiller ce que vous voulez. 20 et 21, on viendra dessus après. Qu'est-ce qu'on a comme exemple de commandes? Celles qui sont relatives aux travaux. On retrouve dans l'option 9 le check SBS que j'ai montré tout à l'heure. Mais vous pouvez surveiller qu'il n'y ait pas de travaux en lock wait ou en message wait. Ça, c'est la première question qu'on a quand on arrive chez un client, c'est je veux vérifier qu'il n'y a pas de message dans Q6OPR qui attend une réponse. Message qui attend une réponse dans Q6OPR, ça veut dire travail en message wait. Donc, on va le surveiller comme ça, avec cette commande-là, et vous indiquez le nom du sous-système, du ou des sous-systèmes que vous voulez surveiller, ou bien tous, sauf un certain nombre de sous-systèmes. Vous pouvez omettre des travaux. Et vous avez ici un paramètre qui dit qu'on va traiter uniquement les erreurs. C'est-à-dire que si vous avez un travail qui est en message wait, normalement, c'est son état normal parce qu'il attend que quelque chose arrive et non pas l'attente d'une réponse à une erreur. Ce n'est pas une erreur. On ne le traite pas, celui-là. Il n'est pas pris en compte. Voilà. Alors,
Comment vous pouvez utiliser cette commande? Vous pouvez utiliser en disant étoile all, c'est-à-dire qu'on surveille tous les messages. Mais s'il y a beaucoup de monde, beaucoup de sous-systèmes, ça peut être plus embêtant. Vous pouvez, c'est dans Nagios, créer un premier service qui s'appelle gestion des imprimantes. Et ici, vous allez dire, je vais regarder les messages pour les travaux qui sont dans QSpool. Et dans Nagios, vous allez créer donc gestion des imprimantes. Et en cas d'alerte, le mail sera envoyé à la personne qui gère les imprimantes et les papiers. Puis, vous allez en créer un autre pour le sous-système compta, le sous-système compta, le sous-système compta plus, le sous-système compta Italie, etc. Donc, vous indiquez la liste des sous-systèmes qui vous intéressent ici. Et puis, l'alerte, vous allez l'envoyer à la personne qui gère cet applicatif-là. Et puis après, vous allez dire étoile all, sauf compta, compta plus, compta Italie, etc. Et ça, le mail, ce sera pour vous, puisque ce sera les autres sous-systèmes, donc le reste. Donc, vous pouvez créer trois services différents qui correspondent à trois environnements différents et bien sectoriser tout ça. Là, il n'y a pas de travail en message wait pour l'instant, c'est très bien. Il ne peut pas y avoir que des mauvaises nouvelles non plus. Surveillez les out-queues. Si vous avez une out-queue particulière qui ne doit pas dépasser, qui ne doit pas avoir plus de X spools dedans, ou qui, à une certaine heure, doit avoir au minimum 14 spools parce que c'est le batch de nuit qui l'a fait. Et s'il n'y en a pas 14, c'est qu'il manque des trucs. Enfin voilà, vous pouvez imaginer plein de choses. Surveillez les job queues. Et vérifier qu'il n'y a pas de job queue qui soit pleine ou qui se remplisse. Une job queue qui doit être, qui édite les factures au fil de l'eau, bah, il ne faut pas qu'elle se remplisse. Voilà, vérifier qu'il n'y a pas plus de 2-3 travaux dedans. Surveiller la durée des travaux. Vérifier que certains travaux qui ne doivent durer que quelques secondes, bah, qui n'ont pas dépassé la minute, etc. Donc, il y a plein de contrôles comme ça qui existent, enfin, qui sont fournis avec le produit. Et la réponse est toujours sous la forme d'un message. Bon, là, c'est un message qui dit que le paramétrage n'est pas bon, mais est toujours sous la forme d'un message, et c'est ce message qui sera renvoyé à l'outil de surveillance, à Nagios, avec un indicateur pour dire si c'est OK, warning ou critique. À ce propos, tout à l'heure, vous avez peut-être vu ici qu'il y a un niveau de criticité qui est indiqué. Ce niveau de criticité, c'est lui qui dit, donc si tout va bien, ce sera OK. Et si ça n'est pas bon, vous pouvez indiquer, vous pouvez choisir ici si ce sera warning ou critique. Vous vérifiez les travaux en message wait dans un sous-système de test. Vous mettez une alerte en warning, parce que ce n'est pas si important que ça. Dans un sous-système de prod, vous le mettez en critique. Et ensuite, les consignes à passer à la personne qui est en charge du premier niveau, bah, vous lui dites si c'est du critique, il faut intervenir tout de suite. Si c'est du warning, tu as une demi-heure. Bah, voilà, après, vous gérez en fonction de ce que vous voulez. On peut surveiller les sauvegardes. Les sauvegardes, si vous utilisez BRMS, la commande de surveillance des sauvegardes, c'est celle-ci. La sauvegarde de BRMS, c'est faire un start backup BRM backup, je ne sais plus, avec le nom du groupe de contrôle. En général, il y a un groupe de contrôle qui est utilisé. Et vous dites, bah, les sauvegardes ont lieu, elles ont lieu le matin, donc la date d'aujourd'hui, la date courante. Et pour nous, elle commence à 2 heures et elle se termine à 5 heures. Je pourrais indiquer le nom du travail qui fait la sauvegarde s'il y a un risque que quelqu'un ait utilisé BRMS pendant ce temps-là. Et là, ça me dit que la sauvegarde a été OK, qu'il y a bien eu une sauvegarde avec BRMS, que le volume utilisé, c'était bande 11, puisque ça peut être intéressant d'avoir le nom nom de la bande. Et vous avez ensuite, donc ça, c'est le message, toute cette partie-là, c'est le message qui sera envoyé à Nagios et qui sera visible ici. D'ailleurs, il doit y avoir quelque part ici, backup BRMS, et vous avez bien le message ici. Et vous remarquez qu'il n'y a plus rien derrière, alors que là, on voit des données. Donc, il y a le pipe, et les données qui se trouvent derrière le pipe sont ce qui s'appelle des données graphiques ou des données de performance. Ce sont des données qui vont être automatiquement interprétées par l'outil de monitoring pour faire des graphes. Et là, bon, ça ne veut pas dire grand-chose d'avoir une sauvegarde, de vérifier qu'il y a une sauvegarde.
mais ce petit signe-là indique qu'il y a eu des graphes. Et ah bah, c'est là. Et que ce qui marche pas chez nous. Mais ça, c'est un problème de cette version, enfin de Centréon tel qu'il est installé, paramétré, hein, on ne le suit pas vraiment. Mais normalement, il y a un graphe qui dit, enfin qui devrait être une ligne plate, qui dit il y a une sauvegarde tous les jours. C'est une échelle de temps. Ouais, c'est peut-être l'échelle de temps qui fait ça. Donc, c'est peut-être l'échelle de temps qui fait ça. Et si je le mets sur... Bon, en tout cas, il y a des graphes. Et souvent, ça marche. Donc, c'est traité automatiquement dès qu'il y a des données de performance dans les messages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres, par exemple, que vous... Midi à 15 heures, il faut que la maintenance de BRMS a été faite. Vous verrez. Pourquoi il y a... Ah, ça y est. Ah, c'est rigolo. Vous pouvez vérifier que vous avez au minimum les 2 ou 3 volumes dont vous avez besoin pour faire les sauvegardes. Vous mettez ça à 15 heures. S'il n'y en a pas, bah, vous avez encore le temps de réagir, plutôt que d'attendre que la sauvegarde débute et d'avoir le problème pendant la nuit. Il y a d'autres commandes liées à BRMS. Pour ceux qui n'utilisent pas BRMS, mais qui utilisent leur propre programme CL avec un savlib, un savedlo, etc., mais il y a la même commande avec les mêmes paramètres, sauf que du coup, vous indiquez que tous les jours, on fait un save segdata, un save cfg, un savelib all user. On ne fait pas de savedlo et il y a, mettons, la commande de sauvegarde de l'IFS qui est découpée en deux. Voilà, la structure devrait être ça, entre la même plage horaire. Et voilà, vous avez le même contrôle sans BRMS. On peut aussi vérifier la présence d'une bande technique dans un drive simple, faire un check tape en fait. Hein. Ça, c'était pour les sauvegardes. Pour la haute dispo, on peut surveiller la haute dispo aussi. Donc, QuickEDD, Mimix et Itera. Et aussi eCluster, mais on a les programmes, on a tout, mais on ne peut pas les intégrer au produit parce qu'il nous manque un fichier. S'il y a des amateurs, enfin, s'il y a des gens qui utilisent eCluster, je suis intéressé pour récupérer un fichier qui nous permettra d'intégrer les 2 commandes au produit. Pour l'instant, on ne peut pas le compiler systématiquement. Donc, mais on a tout. Donc, ouais. Ah bah, je suis preneur. Merci. Donc voilà, on peut surveiller 4 logiciels de haute disponibilité. Et puis, si vous avez autre chose, on est aussi intéressé pour voir s'il est possible d'automatiser ça, d'automatiser la surveillance de votre logiciel de haute dispo et de l'intégrer au produit. Et c'est un peu comme ça qu'on fait évoluer ce produit. Peut-être pas tout vous montrer, mais il y a moyen de vérifier les certificats, la date de validité des certificats numériques, de vérifier que que les services web, si vous avez des services web, vérifiez qu'ils sont actifs depuis l'intérieur de la partition, pas depuis l'extérieur, etc. Sur l'IFS, par exemple, si vous avez un répertoire, un logiciel qui fait de l'EDI et qui génère des fichiers dans l'IFS qui doivent partir obligatoirement au bout d'une demi-heure, vous pouvez vérifier que dans le répertoire en question, il n'y ait pas de fichier qui soit plus vieux qu'une heure ou plus vieux qu'un jour. Voilà, vous pouvez vérifier ces choses-là. Et puis, il y a toutes les commandes système à peu près classiques. Donc, vérifier le taux d'utilisation de la CPU, vérifier le taux d'utilisation des disques, enfin d'occupation des disques. Pour la CPU, le contrôle standard, c'est la CPU globale. Ici, vous pouvez même dire que vous voulez surveiller la CPU utilisée par un ou quelques sous-systèmes. Parce qu'il y a un sous-système particulier où vous savez qu'il y a des débordements possibles ou qu'il y a un risque et vous voulez le surveiller particulièrement. Pareil pour l'espace disque. Oui, et quand il y a des données numériques, vous avez une valeur limite warning et une valeur limite critique. Donc, c'est vous qui déterminez quelles sont les limites. À 80%, c'est une alerte warning, il faudra faire attention. À 90%, il faut s'en occuper rapidement. Le WorkPRB,
le contenu de Datarea si vous utilisez beaucoup les Datarea, etc. Donc voilà le genre de commandes qui sont livrées en standard. Si vous utilisez le logiciel M3, anciennement Movex, il y a beaucoup d'informations qui sont dans le grid de Movex, de M3, et vous pouvez aller chercher avec ça. On va explorer le contenu du grid et voir si tous les éléments sont corrects ou pas. Et puis ceux qui utilisent MQ Series, il y a aussi deux contrôles avec concernant MQ Series. Des questions à ce stade? Là, contrôle des travaux, vous êtes un peu vite. Il y avait le temps des jobs, juste la présence d'un job. Oui. C'est vérifier le travail, ça? Ici, vous pouvez vérifier qu'un travail particulier est actif. Alors, l'intérêt de ça, c'est pour vraiment un travail particulier et vouloir mettre un contrôle particulier sur un travail, quel que soit le nom du sous-système, et vérifier voilà, présence du job, et vérifier qu'il n'est pas dans un état. Je ne sais pas si on l'a dans le F4. Non. Mais grosso modo, vous prenez tous les états du Work Active Job. S'il y en a un ou quelques-uns pour lesquels vous savez qu'il ne faut pas le trouver dans cet état-là, sinon c'est un problème, et c'est ça le problème, c'est l'intérêt de cette commande-là. Sinon, pour vérifier les travaux, je vous ai montré la commande tout à l'heure. Si je vais vérifier par exemple ce sous-système-là, il y a ces deux travaux-là qui doivent être actifs. Le CT check SBS, le nom du sous-système c'est BK Send. Je vais vérifier que le sous-système est actif. Là, en un seul passage, en un seul service, je vais vérifier que le sous-système est actif et que les deux travaux sont bien là. Là, il me dit que tout va bien. Alors que si je change le nom d'un des travaux, là, il me dit ça va pas bien. Le sous-système est actif, mais il manque un travail. Donc, si c'est juste le fait que les travaux soient actifs, vous faites avec ça, c'est une seule ligne, c'est simple. Qui tourne en delay job une seconde. Ah, ça, non, mais c'est des trucs. Quoi. Ouais. Donc ça, voilà, vous avez ça. C'est bon? D'autres questions? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que ça, c'est ce qu'on fournit en standard. Et la majorité de la totalité de nos clients nous disent que c'est bon. Quelquefois, on nous demande s'il est possible de faire tel ou tel truc. Et notre politique, c'est de dire si on considère que ça peut aider beaucoup de gens, on l'intègre, on développe, on l'intègre dans le produit. C'est comme ça que beaucoup des commandes ont été faites. C'est sur les demandes ou conseils de nos clients. Par contre, si vous avez quelque chose de spécifique que vous avez développé et qui n'existe que chez vous et que vous voulez le garder, eh bien, on fournit un fichier source. Et dans ce fichier source, on fournit les exemples de ce que vous pouvez faire. Et l'exemple en question, si vous l'avez en CL, vous avez toute l'aide et il y a un chapitre complet dédié à ça dans la doc pour savoir comment faire. Et dans ce programme, là, c'est un programme qui va faire juste un check OBJ, donc qui est indiqué en plus comment le compiler, etc. Le but de cet exemple, c'est juste de faire un check OBJ. On passe en paramètre le nom d'un objet, le nom de la bibliothèque et le type d'objet. Et puis, on va faire ici un check OBJ tout bête. Ça veut dire que si l'objet existe, il n'y aura pas de message d'erreur et on va répondre tout va bien. Si l'objet n'existe pas, il y aura un message d'erreur et on répondra que ça ne va pas. Et la technique, je vais vous livrer le secret, c'est si ça ne marche pas, il y a un problème, on doit envoyer un message, le CTL 3999, qui lui dira c'est critique. Et le texte du message, c'est ce que vous mettez dans les messages data. Et si tout va bien, on envoie le CTL 1999 qui dira que tout va bien. Celui-là, c'est pour dire tout est OK. C'est tout. Ce qui veut dire que si vous avez un programme qui répond oui, non, vous prenez ce modèle-là, vous modifiez cette partie-là, vous remplacez par l'appel de votre programme. Derrière, vous mettez un test. Si c'était oui, réponse 1999. Si c'était non, réponse 3999. Et vous avez créé votre propre son. Difficile de faire plus simple.
Et vous avez aussi un exemple RPG, en SQL RPG, pour faire, si c'est une requête SQL que vous voulez faire, vous la mettez là-dedans et vous avez la même trame. OK? Donc voilà pour ce qui est des contrôles spécifiques. Je vous ai montré avec Centréon. Si je vous montre très rapidement, on a aussi un PRTG qui est installé. C'est sous Windows, ça marche de manière un petit peu différente, mais ça marche bien aussi. Donc c'est juste pour vous prouver que ça marche. Là, on a la liste de tous les serveurs ici. Donc là, on n'a que deux partitions qui sont reprises. Hop là. On n'a que deux partitions qui sont reprises, FTP et prod. Et là, j'ai tous les éléments avec quelques-uns qui sont en rouge. Et si je vais choisir la partition prod, là, ce sont les indicateurs qu'on veut mettre en avant particulièrement. Et bon, il faut s'habituer un peu au graphisme. Là, ça va être, tant que c'est dans le vert, c'est que c'est bon, vous imaginez bien. Et ici, on a la liste des contrôles. Et puis les graphes là, sur la partie droite. Et pour chaque contrôle, on peut avoir, si je vais regarder l'espace disque par exemple, on a les différents indicateurs, les différentes données de performance qui sont reprises ici. Voilà, donc la présentation n'est pas la même, la façon de fonctionner est un petit peu différente, mais le résultat au final est le même et Control Pareil est intégré à ça. Donc voilà, et il y a plein d'outils de monitoring qui fonctionnent comme ça. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est l'heure. Alors, il y a une deuxième partie, et il me reste, on va dire, entre 5 et 10 minutes pour vous en parler. La deuxième partie, c'est l'analyse des messages. L'analyse des messages, c'est un besoin un petit peu différent. Avec tout ça, j'ai contrôlé plein de choses dans le système. Par contre, vous avez aussi des files d'attente de messages qui contiennent, que vous pouvez vouloir analyser et dire si ce message-là arrive dans Q6OKR, alors je veux être prévenu. Ou bien si j'ai trop de messages ou si j'ai beaucoup de messages de gravité 40 ou 50, je veux être prévenu. Ou bien j'ai créé une file d'attente de messages et dedans j'ai mes résultats de sauvegarde, je veux être prévenu si dedans il y a telle ou telle idée message. Pareil dans le log système ou pareil dans les messages de BRMS. Donc toute cette analyse de messages, on peut soit être prévenu, soit déclencher un programme, appeler un programme spécifique. Par exemple, le truc classique, les profils qui sont désactivés pour l'accès au net serveur, ça arrivait en tout cas très souvent. En V7R5, ils ont amélioré les choses. Il faut systématiquement se connecter et réactiver les profils. Eh bien, vous pouvez faire un programme qui va le faire automatiquement, qui va vous générer une alerte pour que vous soyez prévenu si c'est en contrôle, mais le faire automatiquement. Comment ça fonctionne? Pour tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, on propose des commandes, vous les essayez sur la partition IBMI, puis un copier-coller dans Nagios. Avec ça, il y a beaucoup plus de paramétrage, beaucoup plus de subtilité. Le paramétrage va se faire ici, dans le produit lui-même. On va commencer par créer un scénario. Et vous pouvez créer autant de scénarios que vous voulez. Et chaque scénario va s'attaquer à une file d'attente de messages ou une autre, et ou bien à QHST, donc à l'historique système, ou à BRMS, ou même à la job log d'un travail actif. Un travail actif qui tourne toute la journée, et vous savez que de temps en temps, il y a un message qui remet le monde dedans. Ça ne plombe pas le travail, mais ce message n'est pas normal. Vous pouvez le surveiller. Une fois qu'on a créé, notre scénario, il n'y a rien dedans, hein. Dedans, on va indiquer la liste de tous les messages qu'on veut surveiller. Donc là, je dis que si je reçois ces messages-là, ça va générer une erreur critique ou warning, suivant le cas. On peut mettre des messages, des noms génériques, ou bien tous les messages inquiry, donc tous les messages qui attendent une réponse, ou bien même tous les messages, sans distinction. Et du coup, si on utilise ces noms génériques, on va pouvoir omettre un certain nombre de messages pour dire ceux-là, je ne veux pas les voir, ils ne m'intéressent pas. On a des clients, notamment un qui a une liste très impressionnante de messages là-dedans, hein. Donc on peut mettre beaucoup de choses. Pour chaque message, c'est si le message arrive, mais il y a aussi quelques caractéristiques. Par exemple, pour celui-là, si ce message-là arrive et qu'il contient le texte QGPL, alors on va le prendre en compte et ça générera une alerte critique. S'il contient autre chose, c'est pas d'alerte, on s'en fout.
Il peut être là. Et il peut le contenir, et par contre seulement s'il vient de ce travail-là. Donc voilà, on peut mettre des spécificités. Quand c'est un message individuel, la gravité, ben, c'est toujours la même. Par contre, quand c'est du générique, là, par exemple, on dit tous les messages de gravité supérieure ou égale à 40 vont générer une alerte critique. Donc là, on a les définitions. On va mettre toutes les définitions dans l'ordre. Tous les contrôles seront faits dans cet ordre-là. Donc dès qu'une des conditions est vraie, on fait ce qui est indiqué dans cette condition-là et c'est tout. Et comment se passe le résultat? Eh bien, le résultat dans Nagios, on l'a avec cette commande-là. Et cette commande-là indique, je vais regarder soit dans tous les scénarios que j'ai créés, soit dans un seul, s'il y a des erreurs. Et là, c'est là qu'on a le problème de la clé. L'explication, c'est qu'on est en train de passer de la version 3 à la version 4. On a changé le format de la clé, qui est complètement différent. Et là, c'est visiblement une version 4 qui est installée. Donc la clé sur le produit a été mise, mais pas sur tout. Donc, petit détail. Je savais que j'aurais dû mieux préparer ma présentation. Tellement l'habitude que je ne regarde même plus. Donc, dans Centréo, dans Nagios, avec cette commande-là, ici, j'aurais, alors pour celui-là, j'aurais 327 erreurs critiques et 232 erreurs warning, puisqu'on ne les surveille jamais. Normalement, chez vous, vous devriez avoir 0 erreur. Alors, c'est le but. Alors, c'est de faire le bon paramétrage pour qu'il n'y ait pas d'erreur et que vraiment, le jour où il y a un problème, que vous ayez une erreur ou deux. Donc là, vous êtes prévenu tout de suite dans Centréon, vous avez l'information. À ce moment-là, vous devez venir ici, vous pouvez venir ici, et vous faites cette commande, c'était display alert. Et avec le display alert, vous allez voir les messages qui ont généré cette erreur-là, enfin qui ont généré ce problème. Et qui sont soit en critique, soit en warning. Et visiblement, il y a du warning. Donc là, c'est du grand n'importe quoi, hein. C'est des messages, des messages de plantage. OK. Bon, mais voilà, ça permet de savoir surveiller les messages. Une fois que vous avez ces messages-là, il y en a beaucoup, vous voudriez bien quand même que ça arrête l'alerte dans Centréon. Eh bien, vous les validez, ils sont toujours là, vous pouvez toujours aller les regarder, mais ils sont validés. Et puis quand il y en a beaucoup comme ça, un petit F23, et on valide la totalité, on est reparti de zéro. C'est pas tout. Le truc, c'est que vous pouvez... Voilà. Vous pouvez définir ça et vous avez une colonne ici, action automatique. Et cette colonne action automatique va indiquer ce que vous en faites. Donc ça peut être générer une alerte, mais ça peut être aussi appeler des programmes. Exemple là, alors ce message-là, c'est le message qui dit qu'un profil a été désactivé pour le net server. Et c'est un exemple qu'on propose. On propose un programme pour le réactiver. Et là, on propose des actions. Alors, comment ça se lit, ça me dit que les 4 premières fois que ce message arrive, donc les occurrences de 1 à 4, eh bien, on va appeler un programme qui va réactiver le profil. Mais les 3 premières fois, on va faire une deuxième chose, on va forcer une erreur warning. S'il y a une action, en fait, s'il y a un programme qui est appelé, ça ne génère pas d'alerte. D'accord? Ça devient transparent puisqu'on a fait quelque chose. Donc là, on fait quelque chose d'activation. Et puis la 4e fois, on va dire c'est beaucoup, donc on va créer une alerte critique. Et pour ce qui est du programme, donc là, il y a plusieurs actions, hein. On peut dire je veux faire une réponse automatique, ou appeler un programme, ou appeler une commande, ou générer une alerte warning ou critique. Et le nom du programme est là. Et ce programme, il est appelé avec 5 paramètres. Dans les 5 paramètres, c'est ID message, travail d'origine, et puis les données du message. Donc on peut traiter tout ce qu'on veut avec. Et on fournit un exemple. OK?
Bah voilà, j'ai à peu près fait le tour. Dans la présentation, si vous récupérez le PDF, il y a quelques copies d'écran qui permettent de suppléer à la démo. Mais normalement, il y a des vidéos qui vont être disponibles. Ok. Voilà. Donc, un petit rappel des contrôles qu'on fournit en standard. Donc, voilà, il y en a quelques-uns. Plus de. Alors, avec le jeu des paramètres, ça fait comme s'il y avait plus de 200 contrôles en fait. Voilà, donc le but c'était bien d'inclure l'IBMI dans la surveillance normale de l'entreprise. Je vais dire comme si c'était un serveur normal, mais c'est un serveur normal, donc il faut juste que les gens qui travaillent dans le monde open s'en rendent compte et que ce soit compréhensible par. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Et de latence sur l'écran, c'est énorme. Donc pas de développement, c'est-à-dire que vous pouvez tout faire sans rien développer, mais vous pouvez aussi utiliser vos propres programmes si besoin. Et notre support est très efficace et nos clients actuels, souvent, ils en font des éloges en disant ah, vous avez répondu trop vite ou ah, c'est bien. Donc, puis il y a quelques clients déjà existants là dans la salle, donc vous pouvez leur demander. Alors, on n'a pas de souci là-dessus. Voilà. Voilà, si vous avez des questions. Oui. Sur la partie contrôle Flory, on n'a pas d'outils. Historiquement, on a fait plein de petites choses spécifiques par des gens qui ne sont plus là. Je dis, je veux contrôle Flory. L'intégration, le remplacement des petites choses spécifiques. Si c'est de la prestation de service, c'est des partenaires, comment vous faites? Alors, on a des partenaires. En fait, nous, on est éditeur de logiciels et on veut se consacrer à l'édition de logiciels. Donc, on travaille avec des partenaires pardon? Comme pour le Flash, comme pareil. Flash. Voilà. On travaille avec des partenaires qui sont formés et qui peuvent vous aider. L'installation du produit, c'est ultra simple, ultra rapide. Franchement, c'est 1 heure ou 2. Après, il y a un peu de transfert de compétences, donc là, il y a un peu de temps à passer. Et puis, si vous avez besoin d'aide pour la suite, nos partenaires font ça. Je ne sais pas avec qui vous êtes comme partenaire habituellement, mais. On a Flash Flory avec SMI, par exemple. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut. Et SMI l'utilise en interne, Control Flory, pour, je ne sais plus combien, 70 ou 80 partitions. Ça. Donc, pas de problème. D'autres questions? Eh ben, je vous remercie. Merci.